Bonjour à tout le monde, merci de participer à cette conférence. Donc, je vais vous parler des résultats que j'ai développés dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, donc qui va porter sur les expériences des femmes au sein des groupes sectaires à un contexte propice à l'émergence du contrôle coercitif. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement le plan de la présentation. OK. Le plan de la présentation. Donc, je vais commencer par le contexte, qu'est-ce qui se dit dans la littérature sur le sujet. Ensuite, je vais vous présenter ma problématique et mes objectifs de recherche. Je vais vous parler un peu plus en détail de ma méthodologie, donc comment j'ai fait pour mener à bien mon projet de recherche. Ensuite, je vous présenterai les principaux résultats de cette recherche-là, puis ce qu'il faut retenir, les principales conclusions, et puis on passera à une période de questions. Donc, au niveau du contexte, il y a comme trois grands sujets qui viennent s'accrocher à ce sujet-là. Donc, il y a à la fois la violence faite aux femmes, les groupes sectaires et enfin les femmes à l'intérieur des groupes sectaires, leurs expériences. Donc, je vais commencer par vous parler des violences faites aux femmes. Donc, c'est un enjeu majeur dans notre société aujourd'hui, malgré les avancées qu'on a pu observer dans les dernières décennies pour les droits des femmes. Ils ne sont pas toujours acquis et partout, et dans certains contextes, on peut voir qu'ils régressent. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. On en parle énormément dans les médias. Aussi au Québec, le Québec n'y échappe pas. On entend beaucoup parler des féminicides, de la violence conjugale. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc, l'Assemblée des Nations Unies définit la violence faite aux femmes comme tout acte de violence fondé sur le sexe qui entraîne ou est susceptible d'entraîner pour les femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou privée. Et il faut également noter les difficultés vécues par les femmes victimes de violences. Donc, non seulement vivre de la violence, c'est traumatique pour les femmes, mais en fait, ce qui leur arrive, ce qui se passe après pour elles, c'est également une nouvelle victimisation parce que les femmes, elles sont souvent peu écoutées ou pas crues lorsqu'elles témoignent, lorsqu'elles racontent ce qui leur est arrivé, que ce soit par leurs proches ou par les institutions. Il y a aussi le fait que les victimes n'ont pas nécessairement de place dans le système de justice pour s'exprimer. Elles sont également souvent blâmées et tenues responsables pour leur propre victimisation. Donc, on va leur dire que c'est de leur faute, qu'elles l'ont cherché, qu'elles avaient qu'à quitter la relation violente, par exemple. C'est vraiment des enjeux très difficiles pour les femmes qui non seulement ont vécu une expérience de victimisation, mais qui ensuite se font blâmer ou qui ne sont pas écoutées par après. En ce qui concerne les groupes sectaires, donc ce sont des groupes qui sont difficiles à définir et à caractériser parce que ils peuvent prendre plusieurs formes et c'est ce qui les rend souvent difficiles à appréhender. Donc, au sein de la littérature, on retrouve plusieurs termes pour parler de ces groupes-là. Donc, le terme de secte, groupe sectaire, nouveau mouvement religieux ou groupe à haute intensité d'engagement. Donc, pareil, en anglais, on retrouve à peu près les mêmes termes. Le terme secte a quand même une connotation péjorative, mais on parle beaucoup dans les médias aussi de sectes religieuses, mais les groupes sectaires ne sont pas nécessairement religieuses, elles peuvent avoir une idéologie plus politique ou spirituelle ou même être juste orientée vers une seule personne. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'utilise le terme groupe sectaire et non pas nouveau mouvement religieux, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de définition qui fait strictement consensus dans la littérature, mais il y en a une que j'utilise puis que j'aime bien, puis qui revient dans plusieurs écrits que j'ai recensés. Donc, c'est une définition qui définit les groupes sectaires comme un groupe ou un mouvement qui fait preuve d'une dévotion ou d'un dévouement important ou excessif à l'égard d'une personne, d'une idée ou d'une chose, et qui emploie des techniques de persuasion et de contrôle qui sont contraires à l'éthique et qui sont conçues pour faire avancer les objectifs des dirigeants du groupe au détriment réel ou possible des membres de leur famille ou de la communauté. Donc, c'est une traduction que j'ai faite moi-même d'une citation en anglais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des groupes qui sont dirigés par une personne ou un petit groupe de personnes qui sont en autorité
et dont les membres se doivent d'être dévoués à l'idéologie ou au leader et dont tous les aspects de leur vie tournent autour du groupe ou du leader. Donc, maintenant, on va parler des femmes, de la place des femmes dans ces groupes sectaires-là. Donc, il y a vraiment peu de choses qui sont... Il y a peu de recherches qui se focalisent sur les femmes dans les groupes sectaires. C'est vraiment un champ qui est assez méconnu. Mais ce qu'on peut retenir de la littérature sur le sujet, c'est que les inégalités de genre qu'on observe dans la société se retrouvent en contexte sectaire et que le contexte sectaire exacerbe, en fait, le contexte groupal des groupes sectaires exacerbe les inégalités que vivent les femmes. Ce sont des communautés qu'on peut qualifier de communautés patriarcales. Donc, il y a plusieurs groupes qui maintiennent un système de pouvoir patriarcal qui est marqué par la supériorité des hommes, puis les femmes se voient obligées d'adopter des rôles plus subalternes, plus traditionnels, souvent de mère et d'épouse. On observe également de la violence et de l'exploitation sexuelle. Donc, par exemple, les femmes sont forcées de s'engager dans des relations sexuelles avec le leader. Donc, c'est vu comme une obligation, un devoir, même une responsabilité spirituelle. Parfois même, les leaders, ils proposent ça comme un privilège, une occasion de ne faire qu'un avec la figure divine. Et aussi, c'est comme un test de loyauté. Donc, le leader va dire aux femmes que si elles sont loyales envers le groupe, elles devraient s'adonner à des pratiques sexuelles avec le leader. On observe également de la violence, que ce soit de la violence physique, donc par exemple de la violence physique de la part d'un conjoint qui est également impliqué dans le groupe, ou il y a une autre forme de violence qui est mise de l'avant dans les écrits, c'est l'absence de soins. Donc, par exemple, de soins gynécologiques, lorsque les femmes sont enceintes, elles n'ont pas les soins adéquats pour leur grossesse. Et finalement, il y a vraiment un contrôle du corps, que ce soit par le biais de mariages forcés ou arrangés, ou aussi le fait que les naissances sont orchestrées. Donc, soit on force les femmes à être enceintes ou on les force à ne pas avoir d'enfants. Donc, tout ça, c'est vraiment contrôlé par le groupe et par le leader. Et en fait, ça entraîne une perte d'autonomie et d'estime de soi pour les femmes et ça va renforcer en fait le lien au groupe et ça va empêcher les femmes de s'affranchir de la communauté. Donc maintenant, je vais vous présenter mon cas théorique. Donc, c'est une théorie qui s'appelle la théorie du contrôle coercitif. C'est une théorie qui a été développée par Evan Stark dans son livre Coercive Control, How Men Entrap Women in Everyday Life. Donc, cette théorie-là, elle part du principe que malgré les luttes pour les droits des femmes dans les dernières décennies, les femmes sont toujours dominées et soumises aux inégalités de genre et à l'autorité masculine qui les discrimine et qui les place en position d'infériorité vis-à-vis des hommes. Et cette discrimination découle d'un système historiquement patriarcal. Le contrôle coercitif se définit notamment par des actes souvent mineurs mais fréquents qui ont pour but d'intimider, d'isoler, d'humilier, d'exploiter et de contrôler en fait tous les aspects de la vie quotidienne des femmes. Et pour mettre en œuvre le contrôle coercitif, les hommes vont personnaliser leur domination en utilisant les contraintes structurelles et culturelles et en les adaptant à leurs relations intimes. Donc, dans sa théorie du contrôle coercitif, Stark, il présente en fait 4 stratégies que vont utiliser les hommes pour soumettre les femmes à leur autorité. Donc, la première, c'est la violence. Donc, la violence qui peut être de la violence physique, sexuelle ou psychologique. En fait, c'est la fréquence et l'effet cumulatif d'une violence mineure qui va distinguer le contrôle coercitif des autres formes de violence. Donc, chaque homme va utiliser les informations privilégiées qu'il détient sur la victime sur la femme en fait, pour définir ses tactiques de contrôle. Et c'est des stratégies qui rendent le contrôle coercitif d'autant plus difficile à détecter pour les femmes comme pour la société. Le deuxième point qu'il avance, c'est l'intimidation, donc qui se caractérise notamment par une surveillance constante. Par exemple, l'homme va
par exemple, avoir la localisation constamment de la femme pour savoir où elle est, ce qu'elle fait à tout moment, ou l'appeler en permanence pour savoir qu'est-ce qu'elle est en train de faire, s'assurer qu'elle est bien à la maison, ou ce genre de choses. Ça va en fait induire chez la femme une peur qui va la pousser à se soumettre encore davantage. Et l'intimidation se caractérise également par la dégradation de l'estime de la victime jusqu'à l'humilier ou la forcer à faire des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs morales. En troisième lieu, donc la troisième stratégie, c'est l'isolement. Donc, en général, les hommes vont forcer les femmes à rompre leur contact avec l'extérieur, donc par exemple avec leurs amis ou avec leur famille, ce qui va vraiment empêcher les femmes d'entrevoir des perspectives positives et peut-être chercher du soutien qui pourrait les inciter à les aider à sortir de la relation violente. Et ça crée en elles un sentiment de solitude et pas forcément de perspective positive pour se sortir de la relation. Et finalement, la quatrième stratégie, c'est le contrôle de toutes les sphères de la vie. Donc, les hommes vont contrôler l'accès aux besoins vitaux comme la nourriture, le sommeil ou la sexualité. Et ça va entraîner une privation d'autonomie pour les femmes et leur comportement est vraiment régulé afin d'être en conformité avec les rôles traditionnels qui sont attendus des femmes. Donc, toutes ces stratégies-là ont été décrites pour comprendre la violence conjugale, la violence entre partenaires intimes. Donc, on pourrait se demander pourquoi, en fait, la pertinence d'utiliser cette théorie pour comprendre les expériences des femmes en contexte sectaire. En fait, déjà, il y a beaucoup de points communs entre la violence conjugale et la violence au sein des groupes sectaires, la violence envers les femmes au sein des groupes sectaires. Puis Stark, il mentionne lui-même dans son livre que sa théorie peut s'adapter aux groupes sectaires et il prend l'exemple des témoins de Jéhovah. Il dit que les femmes seraient plus réprimandées que les hommes dans ces groupes-là, que les relations extérieures seraient strictement contrôlées comme dans une relation de violence entre partenaires intimes. Et il met en avant la dépendance économique des femmes qui n'ont souvent pas le droit de travailler ou qui n'ont pas forcément d'éducation, donc qui sont dépendantes économiquement des hommes de la communauté. Aussi, il y a plusieurs modèles théoriques qui ont été développés pour comprendre les groupes sectaires. Je n'ai pas vraiment le temps, dans le cadre de cette conférence, d'en parler plus en détail, mais c'est tout ça dans mon mémoire. Il y a des modèles théoriques pour la compréhension des groupes sectaires qui mettent en avant les mêmes aspects que Stark. Donc, quand on pense à la violence, à l'intimidation, à l'isolement et au contrôle de toutes les sphères de la vie, ce sont des aspects qui se retrouvent également dans les modèles qui ont été développés pour comprendre les groupes sectaires. Donc, il y a vraiment des points communs entre les deux phénomènes, d'où la pertinence d'utiliser le contrôle coercitif pour comprendre les expériences des femmes en contexte sectaire. Donc, je vais maintenant vous présenter ma problématique et mes objectifs de recherche. Donc, ma problématique, c'est la suivante. Comment les femmes vivent-elles leur trajectoire avant, pendant et après leur engagement dans un groupe sectaire? Et pour répondre à cette question, j'ai plusieurs objectifs. Donc, mon objectif principal, c'est de documenter et de comprendre les expériences vécues par des femmes au sein de groupes sectaires au Québec. J'ai 4 sous-objectifs. Le premier, c'est de mettre en lumière la place et les rôles de la femme au sein des communautés sectaires. Ensuite, comprendre les dynamiques de pouvoir qui se déploient en contexte sectaire, ainsi que les techniques de coercion utilisées pour soumettre plus spécialement les femmes à l'autorité du groupe et du leader. En troisième, comprendre comment les expériences de victimisation en contexte sectaire peuvent affecter les femmes qui les vivent, leur vie, leurs croyances et leur processus de sortie. Et enfin, connaître les stratégies utilisées par ces femmes pour faire face à la relation sectaire et aux dommages subis pendant et après la sortie du groupe. Donc ça, ce sont mes objectifs. Et pour répondre à ces objectifs, j'ai établi une méthodologie. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, j'ai choisi d'utiliser une méthodologie qualitative parce que pour moi, pour comprendre les expériences des femmes en contexte sectaire, c'était vraiment important d'avoir le point de vue de celles qui l'ont vraiment directement vécu, donc de faire des entrevues avec des femmes qui ont été dans des groupes sectaires.
J'ai décidé d'utiliser une méthode des récits de vie. Donc, c'est le récit raconté d'une vie ou d'une période de vie. Ce sont des entrevues qui se font plutôt en profondeur et qui sont peu structurées. Donc, moi, j'avais une question de départ. Et après, j'avais quelques thèmes que je voulais aborder, mais j'ai vraiment laissé les femmes me parler de ce qu'elles avaient envie dans l'ordre qu'elles le souhaitaient. Donc, en tout, j'ai réalisé 8 entrevues avec des anciennes membres de groupes sectaires. Euh, En fait, comment j'ai recruté mes participantes, il y a un organisme qui s'appelle InfoSect. C'est un organisme qui est basé à Montréal, qui vient en aide aux membres, aux anciens membres et aux familles de personnes qui ont été dans des groupes sectaires. Et donc, le directeur, j'ai été en contact avec lui et il a accepté de partager mon affiche de recrutement dans son réseau. Donc, à partir de là, les femmes qui étaient intéressées à participer à la recherche m'ont directement contacté par mail ou par téléphone. Donc, il y a 8 femmes qui ont accepté de partager avec moi ce qu'elles avaient vécu. J'avais pas beaucoup de critères, juste donc il fallait s'identifier comme étant une femme, avoir plus que 18 ans et être sortie depuis au moins 1 an du groupe, simplement pour qu'elles soient à l'aise, un minimum à l'aise avec leur processus de reconstruction. Après ça, j'ai fait 8 entrevues, donc j'en ai fait une en présentiel et 7 en virtuel. Puis ensuite, j'ai réalisé une analyse thématique, donc j'ai retranscrit toutes mes entrevues. Puis j'ai fait une analyse verticale de chacune entrevue, puis après une analyse transversale pour regrouper les thèmes et produire les résultats. Donc, à quoi ressemble mon échantillon de mes 8 femmes que j'ai rencontrées? Donc, en moyenne, les participantes avaient 40 ans. Elles ont passé en moyenne 19 ans et demi dans un groupe sectaire. Toutes les femmes que j'ai rencontrées sont québécoises et ont vécu leurs expériences sectaires au Québec, bien que certains groupes avaient des branches internationales. 6 étaient dans un groupe à caractère religieux, tandis que 2 ont rejoint des groupes plutôt spirituels et thérapeutiques. Et finalement, 2 sont nés dans le groupe, alors que 8 ont rejoint le groupe de manière volontaire un peu plus tard dans leur vie. Et aussi, ce qui est à noter, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées ont vécu de la violence psychologique. Puis, je dirais que les 3/4 ont vécu de la violence physique ou sexuelle. Donc, on va passer maintenant au cœur du sujet, les résultats. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en lumière grâce à mes entrevues? Donc, j'ai plusieurs thèmes que je vais aborder. Je vais commencer par parler de l'engagement des femmes dans un groupe secteur, donc comment elles en viennent à rejoindre ce genre de groupe. Donc, j'ai remarqué, à part donc, pour celles qui sont nées dans le groupe, évidemment, elles sont nées dedans, souvent, l'engagement s'est fait vers la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, qui est quand même une période importante dans le développement. Et il y avait aussi, c'était souvent suite à un conflit dans la vie personnelle, où il y a eu un conflit dans la vie personnelle, et elles ont rencontré quelqu'un à un moment donné où elles avaient besoin d'aide, et cette personne était impliquée dans le groupe, et c'est comme ça qu'elles ont rejoint le groupe dans lequel elles se sont impliquées. Donc, j'ai mis quelques citations. Par exemple, Laura, elle dit que quand on vit des choses difficiles, elle pense que les leaders, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils voient que les personnes sont blessées, affectées et qu'elles ont une enfance difficile et ils sont capables de venir nous chercher d'une certaine façon. Et pour elle, ça a été par l'amitié. De la même manière, Catherine, elle dit que le leader de son groupe, il savait exactement comment aller la chercher. Il a parlé de longues heures avec elle et il l'a fait sentir très spéciale, il l'a fait sentir aimée et il les a tous fait sentir comme ça et c'est comme ça qu'elle s'est impliquée dans ce groupe-là. Ensuite, en ce qui concerne la place et le rôle des femmes dans les groupes sectaires, donc moi, il y a 2 rôles que j'ai réussi à mettre de l'avant, donc 2 rôles principaux. Il y a un rôle c'est le rôle traditionnel de mère et d'épouse, donc surtout dans les groupes plus religieux. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a la majorité des femmes que j'ai rencontrées ont vécu ces rôles-là. Donc,
Comme dit Laura, dans son groupe, les femmes avaient toujours un rôle de protectrice, il fallait toujours être bienveillante, chaleureuse, il fallait aussi être une femme soumise, qui était beaucoup valorisée, que pour être une bonne femme, il faut savoir écouter, il faut savoir cuisiner, il faut savoir respecter son mari, que c'était beaucoup ça, et que si on faisait pas ces choses-là, on était mal vu. Et elles avaient aussi ce rôle-là d'enfanter, que c'était leur rôle d'avoir beaucoup d'enfants, de s'occuper du foyer, et que c'était à la femme de tout faire. Donc ça, c'est un exemple, mais j'ai beaucoup de femmes qui m'ont parlé de la même situation. Plusieurs ont été forcées à se marier à un très jeune âge, avant l'âge de la majorité, et que c'était vraiment valorisé par le groupe et par leur famille de se marier tôt, d'avoir des enfants. Il y a un autre rôle qui est un petit peu différent du premier, c'est la déification de la femme. Donc, dans le groupe dans lequel Mylène elle était, par exemple, les femmes étaient des déesses. Quand elles étaient en groupe avec des hommes, ça arrivait. Les femmes avaient toujours plus d'attention. Le leader, il était plus doux avec les femmes. Il allait se mettre à côté, flatter les épaules. Il était vraiment plus doux. Elles étaient mieux traitées en fait. Ça paraissait qu'il aimait les femmes et qu'il en prenait soin. Donc c'est un rôle qui est vraiment différent, mais qui au final, c'est vraiment pour le plaisir du leader. C'est lui qui décide quel va être le rôle de la femme au sein du groupe. Ensuite, concernant les conséquences d'un engagement sectaire sur la vie des femmes pendant qu'elles sont impliquées dans le groupe, j'ai deux conséquences en fait. Une conséquence sur la santé mentale et l'estime de soi et une conséquence plutôt sur la santé physique. Au niveau de la santé mentale, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont parlé de vivre de l'anxiété, du stress. Plusieurs ont été diagnostiquées avec des troubles, par la suite avec un trouble de stress post-traumatique. Il y en a plusieurs qui ont fait également des tentatives de suicide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été dur pour elles. Toutes ont vécu l'expérience de manière quand même stressante. Par exemple, Annie, qui l'a vraiment pas bien vécu, elle dit qu'elle était enfant puis que déjà, elle avait envie de mourir. Elle n'aimait pas ça, elle était malheureuse. Elle vivait beaucoup de dépression, elle avait des idées suicidaires. Elle commençait à avoir des troubles, à se faire mal, à se couper, à crier, à faire des cauchemars. Donc, elle était vraiment malheureuse. Ça a été vraiment difficile pour elle. Et c'est pas la seule, c'est pas un cas isolé, malheureusement. Au niveau de la santé physique, il y en a plusieurs qui ont vécu des troubles de santé et qui étaient euh, en lien avec le stress qu'elle vivait, le stress constant qu'elle vivait, par exemple que ce soit des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes au niveau de l'appareil reproducteur ou au niveau des membres. Il y en a plusieurs qui ont développé des problèmes de santé à cause du stress qu'elle vivait. Donc, on va maintenant passer aux stratégies de contrôle. Donc, comment le contrôle il se développe en contexte sectaire. Donc, ce qui est le plus présent, c'est le contrôle psychologique, donc que ce soit la manipulation affective, la culpabilité, la suppression de l'intimité ou l'humiliation ou l'isolement. Donc, au début, il y a toujours, souvent, en fait, mais dans tous les récits que j'ai racontés, une phase de lune de miel. Donc, tout va bien, elles sont prises, les leaders sont aux petits soins avec les femmes qu'elles rencontrent. Et ensuite, on rentre dans le contrôle de toutes les sphères de la vie. Donc, il y a beaucoup de culpabilité qui repose sur les épaules des femmes. Donc, par exemple, Annie, dans la doctrine de son groupe dans lequel elle était impliquée, elle raconte que tout le fardeau de la planète et de la société, toutes les douleurs, c'était sur ses épaules à elle en tant que femme, pas aux hommes, c'était elle, parce qu'elle s'est fait dire que c'est la femme qui a perdu le monde, donc c'est elle qui doit le regagner. Donc c'est une forme de croyance du groupe, mais ça montre bien à quel point les femmes, il y a beaucoup de culpabilité qui reposait sur leurs épaules. Ensuite, il y a vraiment cette idée de contact constant et d'une illusion d'une omniprésence du groupe et du leader tout le temps. Il sait tout, il voit tout. Par exemple, Alexandra, elle raconte que avec les autres membres du groupe, ils disaient que tout se sait parce qu'ils n'étaient pas encore endoctrinés, mais maintenant, il n'y a plus personne qui se plaint de ça.
mais tout était rapporté au leader. Puis ils avaient constamment le sentiment qu'ils savaient tout, donc ils confessaient tout. Donc au final, effectivement, ils finissaient par tout savoir parce que comme ils pensaient que de toute façon il allait l'apprendre, ben, ils préféraient le dire d'eux-mêmes. Puis il y a aussi des épisodes d'humiliation devant tout le monde pour montrer l'exemple. Par exemple, il y a une autre femme qui a un jour, elle a mangé quelque chose qu'il fallait pas qu'elle mange et elle a été punie pendant 1 an. Elle a été obligée de lire la Bible, de faire que ça de sa journée, de lire la Bible. Et le leader la mettait, par exemple, dans la cuisine devant tout le monde pour que elle soit l'exemple à ne pas suivre. Donc, c'est des épisodes d'humiliation très intenses parfois. Et ça fait en sorte qu'elles sont isolées et qu'elles n'ont pas de perspective positive de sortie. Donc, ensuite, il y a le contrôle des relations. Les femmes les leaders avaient tendance à inciter les femmes à rompre leur contact avec l'extérieur, donc avec leur famille, avec leurs amis. Euh, au profit des relations à l'intérieur du groupe. Donc, comme dit Mylène, on était tout le temps le même petit groupe. Le leader, il nous incitait beaucoup à laisser nos amis, à laisser nos familles. C'était toujours des gens qui n'étaient pas bien pour nous. Et il y avait juste dans notre groupe qu'on était bien. Donc, ça limite. Donc, il y a vraiment une rupture entre le eux, qui est le monde extérieur, qui est pas bon, et le nous, qui est à l'intérieur du groupe, puis c'est là que sont les bonnes personnes. Ça renforce l'attachement au groupe et ça limite les choses qui pourraient faire en sorte que les femmes aient du soutien et se détachent éventuellement du groupe. Ensuite, on parle beaucoup de contrôle économique. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les récits que j'ai récoltés. Ça peut se traduire par de l'argent que les femmes sont obligées de donner par mois ou elles sont obligées de payer des choses pour le leader ou pour les autres membres du groupe à la demande du leader. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Sinon, il y a plusieurs des femmes que j'ai rencontrées qui, elles, étaient obligées de travailler pour le groupe et c'était vraiment de l'exploitation parce que soit elles n'étaient pas payées, soit elles étaient payées, mais l'argent, elles devaient le redonner après pour une autre chose au leader. Donc, dans tous les cas, c'était vraiment de l'exploitation et c'était des journées de travail très intenses. Donc, Alexandra, elle raconte un petit peu sa journée, un peu comment ça se déroulait, une journée typique. Donc, elle dit qu'à 8h30, c'était le déjeuner, qu'il fallait que tu sois à l'heure, qu'à 9h, la journée de travail commençait jusqu'à minuit. Au début, c'était jusqu'à 2h du matin, mais après, le leader, il a baissé ça à minuit. Alors, de 9h à minuit, tu travailles. Et là, tu vas me dire que tu peux te sauver pendant ta journée, mais non, parce que le soir à minuit, il fallait qu'elle envoie son horaire, qu'elle dise tout ce qu'elle avait fait dans la journée, puis que si de 11h30 à 11h50, il y avait un trou, on lui demandait qu'est-ce qu'elle avait fait. Et donc, il y a même des gens qui écrivaient que quand ils allaient aux toilettes sur leur horaire, pour être sûr qu'on ne leur pose pas de questions. Donc, c'est vraiment un contrôle très important, surtout pour les femmes qui ont perdu de l'argent à cause de ça ou qui ont été forcées de travailler pendant de nombreuses années de manière gratuite. Ensuite, le contrôle de l'apparence. Donc, ça peut être le contrôle de l'apparence physique. Donc, ça dépend encore une fois des groupes. Par exemple, il y avait des femmes dans les femmes que j'ai rencontrées, il y en avait certaines qui avaient pas le droit de se maquiller, qui devaient avoir une tenue stricte, par exemple une jupe qui allait au-dessous du genou ou des choses comme ça. Alors que dans d'autres groupes, les femmes, elles étaient obligées de se maquiller, de s'habiller de manière sexy pour plaire aux leaders et aux hommes de la communauté. Donc, ça va vraiment dépendre de l'idéologie du groupe, mais c'est quand même toujours pour le leader, puis à la demande du leader. Puis, il y avait pour certaines un fort contrôle alimentaire. Donc, on contrôlait tout ce qu'elles mangeaient. Elles ne pouvaient pas manger n'importe quoi, elles devaient peser un certain poids. Donc, par exemple, Alexandra, elle raconte qu'il fallait qu'elle envoie son poids à tous les lundis au leader. Il fallait qu'elle se pèse puis qu'elle envoie son poids. Puis à un moment donné, elle pesait 119 livres. Puis elle s'est fait dire qu'elle allait dépasser les 120 livres et qu'elle n'avait pas le droit de dépasser les 120 livres, et ce qui est pas beaucoup pour une femme adulte. Donc,
ça montre vraiment qu'elles étaient contrôlées sur tous les aspects de leur vie, finalement, même sur leur alimentation. Puis finalement, un aspect important, c'est la violence à caractère sexuel. Donc, je pense que plus que la moitié des femmes que j'ai rencontrées ont vécu ce type de violence, donc que ce soit des agressions sexuelles ou même des viols. Euh, dans ce contexte-là, il y a vraiment une absence de consentement libre et éclairé. Euh, Souvent, les leaders utilisent leur pouvoir pour forcer les femmes à avoir des relations avec eux. J'ai pas mis d'extrait parce que je trouvais que c'était, je me sentais pas vraiment à l'aise de mettre des extraits là-dessus. Mais par exemple, il y a une femme qui a eu des relations sexuelles non protégée avec un homme, puis qui est tombée enceinte avec le leader de sa communauté, puis qui est tombée enceinte, mais elle était très jeune et lui était beaucoup plus âgé qu'elle. Et donc, elle dit elle sait qu'au moment des faits, elle se considérait comme consentante, mais elle sait que c'était pas normal d'avoir des relations sexuelles avec un homme beaucoup plus âgé et qu'il a abusé de son pouvoir et se servi d'elle pour avoir des relations sexuelles avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement revient beaucoup dans les récits et qui est une partie du contrôle très importante. Donc ensuite, la sortie du groupe, il faut sortir du groupe. Toutes les femmes que j'ai rencontrées sont sorties du groupe et il faut réapprendre à vivre. Donc au niveau de la sortie du groupe, pour les femmes que j'ai rencontrées, elle s'est faite soit de manière volontaire ou non. La plupart sont sorties d'elles-mêmes, certaines à cause de problèmes de santé, donc ils ont fait un peu ouvrir les yeux sur sur la, sur ce qu'elles vivaient. Pour d'autres, c'est à cause de l'intervention d'un proche qu'elles ont réussi à sortir, ou bien il y en a une qui a été rejetée du groupe, donc elle a dû quitter. Après la sortie, il y a quand même beaucoup d'enjeux pour les femmes, donc que ce soit des enjeux économiques, sociaux, le manque d'éducation, surtout pour les femmes. Donc la plupart des femmes, elles ne travaillaient pas, ou si elles travaillaient, c'était pour le groupe. Donc elles ne gagnaient pas nécessairement d'argent, ce qui peut être un enjeu lors de la sortie. Il y a aussi un manque d'éducation, surtout pour celles qui sont nées dans le groupe. Et puisque la plupart ont rompu leurs liens avec l'extérieur, avec leur famille, il faut renouer ces liens-là, ce qui peut être difficile, puis créer des nouveaux liens après avoir vécu des années dans un groupe sectaire, ça peut être très difficile. Donc, comme je disais, il y en a beaucoup qui vivent de l'anxiété et du stress. Plusieurs ont été diagnostiqués avec un syndrome de stress post-traumatique. Aussi, il y en a plusieurs qui ont fait des tentatives de suicide tellement ça a été vraiment trop difficile pour elles ce qu'elles ont vécu, puis recommencer à vivre après ça. Donc, c'est vraiment des enjeux majeurs pour les femmes qui ont vécu dans des groupes sectaires. Puis aussi, il faut reprendre le pouvoir sur sa vie en tant que femme dans notre société. Donc, on les a privés de leurs droits, puis de leur liberté, de leur autonomie pendant vraiment souvent de nombreuses années. Donc, il faut qu'elles réapprennent à vivre, qu'elles reprennent le pouvoir sur leur vie en tant que femmes d'aujourd'hui. Donc, ça peut être une étape difficile quand on leur a dit toute leur vie par exemple, qu'elles étaient bonnes qu'à faire le ménage ou à avoir des enfants, qu'elles ne devraient pas avoir d'avis. C'est un peu difficile de retrouver qui on est après. Donc, par exemple, il y a une des femmes qui disait que c'était difficile pour elle d'être en relation avec un homme parce que elle avait toujours peur, elle avait toujours l'impression qu'elle allait finir par être mère puis s'occuper d'enfants, puis c'est pas ça qu'elle voulait, alors que c'est pas nécessairement ça qui serait arrivé, mais elle arrivait pas à enlever cette idée de sa tête qu'on lui avait dit pendant tellement longtemps. Puis finalement, au niveau de la recherche d'aide, ça peut être très difficile pour les femmes. Donc oui, il y a un faux secte, mais en fait, ils offrent des groupes de soutien. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais c'est pas pour tout le monde, les groupes de soutien. Il y a certaines femmes qui m'ont raconté qu'elles n'étaient pas à l'aise à parler en groupe. Donc c'est très difficile de trouver, par exemple, un professionnel de la santé qui est habilité à aider ces femmes-là. De manière générale, c'est difficile de trouver un professionnel de la santé adapté, mais surtout pour ces femmes qui ont des problématiques particulières. Aussi, il y en a certaines qui n'ont pas eu droit à être soutenues par le CAVAC parce que
le centre d'aide pour les victimes d'actes criminels parce que elles étaient consentantes au moment des faits sur le papier, mais il y avait quand même toute une dynamique d'abus de pouvoir. Donc, c'est vraiment difficile pour ces femmes-là et beaucoup souffrent de ne pas avoir de l'aide adaptée pour elles. Donc, voilà pour mes résultats. Je vais vous parler rapidement de mes conclusions. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc, les groupes sectaires sont des contextes dans lesquels les femmes sont soumises à l'autorité masculine et on peut parler de communautés patriarcales. Et la théorie du contrôle coercitif est pertinente pour comprendre les expériences des femmes au sein des groupes sectaires. C'est un contexte qui ressemble beaucoup à un contexte de violence entre partenaires intimes, donc de violence conjugale. Ce qui rend le contexte sectaire particulier, c'est le contexte groupal, le fait que le contrôle vienne à la fois du leader, mais aussi des autres membres du groupe, aussi l'exploitation sexuelle vécue par les femmes, qui est une chose importante. Et donc, les tactiques qui sont décrites par Stark pour comprendre la mise en place du contrôle coercitif en contexte de violence conjugale, ça se retrouve dans tous les témoignages des femmes que j'ai rencontrées. Donc, la violence, l'intimidation, l'isolement et le contrôle de toutes les sphères de la vie sont des aspects qui ont été largement discutés par les femmes que j'ai rencontrées. Et ça permet de nous aider à comprendre pourquoi les femmes restent, parce qu'en fait, elles sont soumises au contrôle coercitif et elles n'ont pas de perspective de sortie. Ensuite, j'en ai parlé, les difficultés au niveau de la recherche d'aide pour les femmes. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qu'il faut travailler. Donc en fait, c'est important de développer la prévention et la sensibilisation aux enjeux entourant les groupes sectaires. C'est un sujet qui est peu abordé dans la littérature et qui est pourtant un contexte propice à l'émergence du contrôle coercitif. Donc, c'est important de le prendre en considération. Par exemple, en maison d'hébergement, ça serait intéressant de s'informer si les femmes ont vécu ce type de problématique pour mieux cibler l'intervention. Il y a encore beaucoup de stigmas qui est relié à la violence faite aux femmes de manière générale, mais aussi de la violence dans les groupes sectaires. Donc, on va se demander pourquoi elles restent, pourquoi elles s'est engagées dans ces groupes-là. Et donc, ça peut se comprendre par le contrôle coercitif. Donc, voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Puis, si vous avez des questions, des commentaires ou des réflexions, je vais y répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup.